Bonsoir à toutes et à tous. Trois mots d'introduction. Du coup, moi je représente l'école supérieure de praxis sociale. J'excuse Madame Mazaeff qui est en congé. Du coup, moi je suis responsable de formation à l'école, en charge notamment du coup de l'organisation de journées d'études et de conférences. Et on est très ravis de pouvoir vous accueillir ce soir et puis de ce partenariat avec le CSC Papin et le Centre Porte Haute. Moi j'en dirai pas beaucoup plus, mais on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir et puis demain matin pour ceux qui font les deux cycles de conférences. Et on aura d'autres partenariats ensemble et on vous en dira un peu plus à d'autres occasions. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sophie Brice-Walter, je suis responsable du secteur adulte, famille, médiation au sein du Centre social et culturel Papin à Mulhouse. J'excuse tout de suite mon directeur Cédric Berlangy qui est absent ce soir, mais qui vous a écrit un petit mot que je vais donc vous lire. Le CSC Papin est heureux de s'associer une deuxième année de suite au Centre Porte Haute et à l'École supérieure de praxis sociale pour vous proposer ces 2 jours de conférences et d'échanges sur ce sujet ô combien d'actualité, tant pour le grand public que les professionnels du territoire, de la place, de l'influence et des impacts du numérique sur nos quotidiens. D'aucuns pourraient se demander que fait un centre social là-dedans. En effet, trop souvent, on réduit nos structures à des lieux d'animation tout public et ou de garde d'enfants. Pourtant, un centre social se doit d'être un lieu de prise en compte des besoins sociaux de son territoire, quel qu'il soit, d'être un lieu d'innovation sociale et d'être aussi un lieu ressource, tant pour les habitants que pour les partenaires. Notre rôle est ainsi d'offrir la possibilité, valeur fondatrice de l'éducation populaire, aux personnes qui nous fréquentent, de développer des compétences, de s'émanciper tant individuellement que collectivement. De même, l'accompagnement à la parentalité, le soutien aux parents comme aux jeunes rentre pleinement dans les objectifs de notre projet social. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui avec vous et que nous essayons humblement avec nos partenaires et à la hauteur de nos moyens de vous offrir des temps d'information et d'échanges de qualité avec des intervenants qui en sont pétris aussi. En vous remerciant encore de votre présence, je vous souhaite une belle soirée. Merci. C'est bien mon tour de vous souhaiter la bienvenue au nom du Centre Porte Haute que je représente ce soir. Pour cette conférence, vous l'avez compris, organisée en partenariat avec le Centre Papin et l'École supérieure de praxis qui nous accueille ce soir et que nous remercions chaleureusement. Comment introduire cette soirée ? Je vois votre âge à peu près, j'allais dire les moins jeunes d'entre nous se souviennent peut-être d'un groupe d'intellectuels éclairés il y a déjà plus de 25 ans qui s'était attelé à comprendre, à analyser les transformations sociétales en cours et à venir. Je citerai par exemple le philosophe des sciences Michel Serres ou le grand reporter Jean-Claude Guilbault qui avait notamment publié un livre intitulé « La refondation du monde », rien de moins, avec une perception prophétique assez extraordinaire, il y a 25 ans. Pour eux, se préparer à un bouleversement aussi important que ne l'a été la Renaissance il y a 5 siècles. La Renaissance, j'ai retrouvé une citation d'un autre philosophe, Alexandre Coiré, qui a estimé qu'à la Renaissance était opérée une bascule du monde clos à l'univers infini, obligeant le monde, je cite, à transformer et remplacer non seulement ses conceptions fondamentales, mais jusqu'aux structures mêmes de sa pensée. Or, telle serait donc également notre situation aujourd'hui. Alors voilà donc pour planter le décor. Nos penseurs avaient donc repéré quelques grandes dynamiques de transformation profonde, parmi lesquelles l'informatique et la numérisation du monde, que nous avons choisi d'aborder ici ce soir, mais qui ne doivent pas faire oublier ces autres forts qui y sont intriqués, bien sûr. Nous avions accueilli au Centre Porte Haute il y a 2-3 ans Bruno Dufay, docteur en IA attaché au plateau de Saclay, et qui nous avait montré comment cette numérisation devait son succès et sa diffusion à un environnement sociétal qui finalement n'attendait que cela. Ce soir, nous voudrions explorer les conséquences en retour que la numérisation de nos données et de nos relations provoque en nous, dans notre façon de vivre,
et de nous représenter la vie. Voilà, nous avons le plaisir et la chance ce soir d'accueillir Madame Elsa Godard pour nous éclairer sur ce sujet qui a été celui, je crois, de votre habilitation à diriger des recherches. Alors, si vous êtes venu ce soir pour entendre parler de numérique, j'imagine que vous avez sûrement déjà été sur Internet pour voir un petit peu à qui ressemblait Madame Godard. Et par conséquent, je ne vais donc pas recopier Wikipédia ou Internet. Merci. Je dirais simplement que, personnellement, j'ai été séduit par votre double approche philosophique et psychanalytique, un peu comme des vers progressifs qui permettent de voir à la fois de loin les évolutions sociales et de voir de près dans l'intimité des personnes qui se présentent à vous. Par exemple, ce fil tendu entre l'ère du vide du philosophe Gilles Lipovetsky, 1983, et votre récent livre « Les vies vides », paru en 2023, tout juste 40 ans plus tard. Votre formation et votre parcours sont très riches, diversifiés, et ce n'est pas de trop pour aborder les questions qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que exister aujourd'hui? Et si ces questions existentielles vous occupent de longue date, vous cherchez toujours à les appréhender de manière interdisciplinaire. Vous portez aussi un souci particulier à explorer les enjeux éthiques de ces développements technoscientifiques et qui représentent aujourd'hui des défis majeurs tant sur le plan sociétal qu'individuel. Nous savons effectivement que les technologies ne sont jamais tout à fait neutres, ni dans l'esprit de leur concepteur, ni dans l'exploitation des possibilités qu'elles offrent, ce qui pose la question vertigineuse de l'éthique. Il se trouve que j'ai récemment réécouté une interview de Joëlle Pineau, vice-président de la recherche en IA et directrice du laboratoire de recherche FAIR de Meta. Elle était de passage à Paris et elle expliquait comment toute une équipe de Meta était envoyée à élaborer des règles d'éthique avec beaucoup d'attention. C'était en mai dernier. Quelques mois plus tard, les GAFAM s'alignent sur les volontés de dérégulation de l'administration de Trump. Et jeudi dernier, l'IA a été intégrée dans toutes les applis du groupe Meta. C'est juste pour dire combien ces questions sont complexes et évolutives, complexes non seulement sur un plan technologique, mais aussi éthique et politique. Alors, pour terminer, je crois que quelqu'un vous a demandé un jour si vous êtes d'abord philosophe ou d'abord psychanalyste. Ça m'arrive souvent. Et vous avez répondu, je suis d'abord maman, de 2 enfants qui ont 10 et 6 ans. Oui, parfaitement. Et avec tous ces questionnements en tête, j'imagine volontiers combien vous devez être d'autant plus préoccupé à leur avenir dans ce monde imprévisible. C'est un dur métier de parent. Voilà, nos partenaires sont également investis dans l'accompagnement et l'éducation des jeunes et nous sommes bien pressés de vous entendre. Alors, vraiment un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Elsa. Merci beaucoup, cher Jean-Marie Willem, et merci à l'école de Praxis de me recevoir. Merci au public d'être là. Je suis touchée par votre présence et aussi de voir de jeunes personnes dans la salle. Merci de vous mobiliser pour une tentative de pensée en commun ce soir. Certaines personnes me connaissent et habituellement je suis plutôt connue en ce qui concerne les conférences pour avoir une libre pensée, une libre parole et de ne jamais lire mes notes. Exceptionnellement ce soir j'ai décidé de rédiger un propos parce que j'ai tenté de concilier presque maintenant une dizaine d'années de recherche dans le domaine du virtuel. Alors, j'utiliserai le terme virtuel et numérique de manière indifférenciée, mais ça pourra, si vous le souhaitez, faire partie des questions que vous pourriez poser après l'intervention. Et je vais essayer comme ça, à travers mon propos, de vous proposer une réflexion sur ce qui pourrait s'appeler... Alors, je laisserai peut-être la question des métamorphoses des subjectivités, du sujet de la conscience au sujet du virtuel pour demain, ce qui était vraiment le propos de mon habilitation, en l'occurrence, comme vous l'avez cité.
Ce que je vous propose ce soir, le temps d'une petite heure, c'est une déambulation qui partira pour commencer de cet ouvrage Je selfie donc je suis, où je pose les fondations, le fondement de ce qu'on pourrait appeler un sujet du virtuel, une identité numérique, et puis que j'ai précisé notamment dans le registre éthique, à travers cet autre ouvrage qui s'appelle Le sujet du virtuel, et puis je terminerai par ce clin d'œil que vous avez aussi évoqué, à l'ère du vide avec Gilles Lipovetsky, que j'ai eu la chance de bien connaître, qui s'intitule Les vies vides. Alors, pour commencer, pour essayer de réfléchir autour de tout ça, peut-être renommer une thématique, il y a toujours cette interrogation qui est le support de l'ensemble de mes travaux depuis plus de 20 ans maintenant, qui est la question du sujet. Et de là où je pars maintenant, et ce qui est une interrogation qui, depuis en tout cas l'avènement de nos usages du numérique, ne me quitte pas, c'est est-ce qu'on a affaire à une modification radicale de ce qui peut être nommé ou de ce qui constitue notre subjectivité. Alors je serai amenée tout à l'heure, brièvement, à donner quelques caractéristiques d'un sujet. Qu'est-ce qu'un sujet? Pour dire les choses très simplement, c'est quelqu'un qui pense, qui non seulement pense, mais se pense lui-même, doté d'une conscience conscire, en latin c'est savoir avec ou savoir par. C'est quelqu'un qui sent et qui ressent, donc doté d'un corps, d'une corporéité, dirait Merleau-Ponty, un corps pulsionnel, un champ, le registre du sexuel, la sexualité et du domaine de la subjectivité, rappelez Foucault, qui est aussi également un être de désir. Toute conscience est conscience de désir, nous explique Spinoza. Et évidemment, que ce soit une illusion ou pas, on aime à le penser, qui possède un libre arbitre et donc qui aussi fait acte de ce qu'on pourrait appeler une conscience morale. Un libre arbitre, cela suppose qu'on est capable de faire des choix. Donc voici quelques caractéristiques, sans être exhaustive, de ce qu'est un sujet. Sujet de la conscience, sujet de l'inconscient, c'est aussi un être de langage, homo loquens, et on pourrait ajouter encore que le sujet n'existe toujours qu'en tant qu'il est en relation, c'est-à-dire qu'il n'existe pas sans l'autre, quel que soit l'autre, à savoir cette altérité qui me fait face, comme dirait Lévinas, ou encore le monde lui-même. Donc le sujet, dans cette définition très généraliste, dans tout ce qu'il est, dans le champ de la subjectivité ou de l'intersubjectivité, dans le champ du monde, dans le champ relationnel, dans le champ de la connaissance, de la conscience, ce qui fait sujet, est-ce que cette position de la subjectivité est aujourd'hui menacée par les usages de la virtualité? Donc ça peut être une question générale à laquelle on va essayer de répondre ce soir. Et en guise de liminaire, je voudrais vous proposer quelques exemples très disparates. Je vais commencer par l'exemple de Léa, qui a 22 ans. Alors, Léa a 22 ans, elle est étudiante en communication visuelle. Passionnée par l'image et les réseaux sociaux, elle alimente son compte Instagram avec soin, partageant des clichés esthétiquement travaillés où chaque détail, lumière, cadrage, retouche, est minutieusement réfléchi. À travers son profil, elle construit une identité numérique qui la met en valeur. Un visage parfaitement lisse grâce au filtre, un corps sculpté par le jeu des ombres et des postures, un quotidien stylisé où tout semble sous contrôle. Sur son écran, elle voit une version d'elle-même améliorée. Une Léa sublimée qui récolte des centaines de likes, des j'adore. Elle est suivie, elle est admirée, elle est repostée. Et des commentaires élogieux qui la galvanisent. Mais cette identité en ligne, bien que flatteuse, commence à entrer en conflit avec son identité réelle. Tout a basculé lorsqu'un photographe amateur, rencontré lors d'un événement, lui propose de faire un shooting sans retouche, en lumière naturelle. Curieuse mais inquiète, Léa accepte. Lorsqu'elle découvre les clichés bruts, sans filtre ni correction, une vague de malaise, d'angoisse la submerge. Ce qu'elle voit lui semble étranger. Une peau imparfaite et des traits moins définis, un regard moins lumineux de ce qu'elle affiche habituellement sur son profil. Son premier réflexe est le rejet. Ces images ne sont pas elle. Un rejet d'elle-même, un rejet de son image. Mais alors, qui est-elle vraiment? Cette question devient obsédante. Chaque matin, devant le miroir, elle ne voit plus qu'un reflet qui lui semble inadéquat. Son téléphone devient un refuge, un outil de contrôle sur son image, sur sa position narcissique, pourrait-on dire. Sur les réseaux, elle peut sélectionner, améliorer, masquer ce qui la dérange. Pourtant, plus elle affine son identité numérique, plus elle se sent déconnectée d'elle-même. Lorsqu'elle retrouve ses amis, une tension sourde l'habite.
Elle craint le regard des autres, se demande s'il la trouve différente de ce qu'ils perçoivent en ligne. Lorsqu'un abonné lui demande en message privé si elle peut lui donner des astuces beauté, elle ressent à nouveau de l'angoisse. Que répondre? Doit-elle avouer qu'elle ne ressemble pas vraiment à la Léa d'Instagram? La situation devient critique lorsqu'un journaliste étudiant la contacte pour un projet sur l'influence des réseaux sociaux sur l'image de soi. Il souhaite l'interviewer, attiré par son identité numérique forte. Il propose de la filmer pour un documentaire. L'idée d'être exposée à nouveau sans filtre, sans contrôle, la panique. Elle invente une excuse pour refuser. Mais cette proposition agit comme un électrochoc. Elle prend conscience qu'elle ne vit que pour préserver une image, qu'elle ne s'appartient plus vraiment. Dépossédée d'elle-même, pourrait-on dire. Un jour, lors d'une réunion familiale, son petit frère, âgé de 12 ans, lui tend son téléphone. « Regarde, j'ai téléchargé la même appli que toi. J'ai retouché ma photo pour ressembler à un vrai mannequin, moi aussi. » Léa observe l'image. Son frère s'est transformé en une version artificiellement embellie de lui-même, embellie avec des guillemets. Évidemment, tout ça rentre dans les codes de la mode contemporain, avec tout ce qu'on peut imaginer de maîtrise du corps, de l'image, de l'autre, que cela suppose. Léa observe l'image, son frère donc a cette version améliorée, autre devrais-je dire, avec une mâchoire plus carrée, une peau sans défaut. Un frisson la traverse, ce qu'elle a ressenti face à ses propres photos non retouchées, et il le ressentira peut-être lui aussi un jour. En cherchant à se construire une image parfaite, n'a-t-elle pas contribué, malgré elle, à alimenter une culture du faux? Léa décide alors de faire un test, poster une photo d'elle sans retouche. Le cœur battant, elle hésite longuement avant d'appuyer sur publier. Les premières réactions sont surprenantes. Certains abonnés la félicitent, d'autres expriment leur étonnement. Mais surtout, elle se sent vue différemment, reconnue pour ce qu'elle est réellement. Ce simple acte marque le début d'une prise de conscience. Son identité ne peut se réduire à une mise en scène numérique. Elle doit pouvoir exister au-delà de l'écran. La construction de l'identité, c'est une problématique majeure qui n'a pas lieu qu'à l'adolescence. Les fragilités narcissiques. Voici un terreau sur lequel on peut ériger nombre d'angoisses, de maîtrise de l'autre, des formes de domination. Deuxième situation. Donc ça, c'est une situation que vous pouvez vous référer, par exemple, dans Je selfie, donc je suis. La deuxième situation, elle est extraite de cet ouvrage que j'ai fait sur les vies vides. Marc a 37 ans. Il est célibataire sans enfant, locataire, et il vit à Marseille dans un appartement d'environ 45 mètres carrés. Il travaille dans un bureau. Il s'y ennuie et a des horaires contraignants. Mais avec la crise sanitaire, il est passé au télétravail. Il travaille toujours autant, mais désormais sans bouger de son canapé. Il passe son temps sur WhatsApp à discuter avec ses amis tout en faisant autre chose. Il échange des blagues, commente des films, parle de leurs histoires de cœur, parfois du travail aussi. Quand il a fini sa journée, il travaille son corps en faisant des exercices. Il a un petit banc de muscu à cet effet. Ensuite, il fait une des choses qu'il aime le plus faire dans la vie. Jouer à Deathloop, un jeu vidéo. Alors, c'est un jeu vidéo où le maître mot est de pouvoir... Enfin, je ne suis pas douée en jeu vidéo, je reconnais. Je suis désolée s'il y a des gens qui connaissent bien mieux que moi dans la salle. Donc j'ai découvert à l'époque le terme First Person Shooter, ça vous parle? Vous voyez très bien de quoi il s'agit. Donc parmi ces jeux, vous en avez un. Celui-là, évidemment, je le connais très bien. C'est Fortnite. Ce jeu coopératif a pour but précisément de sauver le monde. Parfois, plus de 100 joueurs, on va pas dire des gamers, peuvent se battre ensemble. J'ai la chance que mon fils de 10 ans n'est pas encore tombé dedans. Préservez-moi de ce temps. Je vais dormir chez le curé, il faut pas que j'oublie, il faut que je prie ce soir. Donc ce jeu coopératif a pour but précisément de sauver le monde. Il y passe des heures sans se rendre compte du temps. Vers minuit, il finit sa journée en regardant une série sur Netflix ou en la piratant sur le net. Le week-end qui commence dès le vendredi soir, il sort en boîte ou en soirée avec ses potes. Il boit beaucoup, il cherche une copine, il fume aussi, il consomme de la drogue occasionnellement. Il adore les voitures, il rêverait d'une BM. Un rêve que son salaire place hors de portée. Samedi et dimanche, il dort, il joue aux jeux vidéo. Il va parfois déjeuner le dimanche à 14h chez sa mère qui vit seule depuis son divorce. Marc ne lit pas de livres, mais il consulte les infos sur les réseaux sociaux de manière continue, sans mettre en doute la véracité des informations. Aussi est-il convaincu de savoir ce qu'il faut savoir et a une opinion tranchée sur beaucoup de choses. Il n'a pas obtenu sa licence et s'est orienté vers un BTS en alternance, ce qui lui a permis de trouver un travail rapidement. Il économise pour s'acheter une plus belle voiture. À ses yeux, c'est important d'avoir une belle voiture. Le lundi matin, c'est rebelote. Il rallume son PC et se connecte. Malgré l'assouplissement des mesures anti-Covid, son patron n'a pas jugé bon de le rapatrier dans l'entreprise.
Il a préféré réduire une partie de ses locaux et placer ses collaborateurs en télétravail avec leur accord. Mais voilà, ce lundi matin, il y a une coupure d'électricité dans le quartier au Vimark. Et là, le silence se fait entendre brusquement. Le vide. Le silence et le vide qui va avec. Il ne capte plus rien, sa box ne pouvant se connecter et son appartement étant engoncé, il n'a plus accès à Internet. Après avoir tenté de prévenir tout le monde et de passer de longues minutes à joindre son opérateur, en vain, son téléphone est déchargé. Il n'a donc plus de téléphone, plus d'accès à Internet. Il ne peut plus rien faire. Et là, le vide. Le vide est de plus en plus grand, un vide abyssal, un vide glaçant. Il se retrouve seul, c'est la première fois qu'il comprend qu'il est très seul et qu'il n'est pas grand-chose. Une solitude qui est une solitude de mort. Il n'y a rien, il n'y a donc rien, répétait-il dans sa tête. Les yeux dans le vide. Il ne voyait plus les murs, les écrans, l'existence. Il ne voyait plus que le vide. Il n'y avait pas de bruit dans la pièce, pas de bruit de personne qui respire, qui parle, qui crie ou dont la présence se fait entendre. Il n'y avait que son souffle à lui, un souffle de plus en plus court et silencieux, un souffle qui l'étrangle, il n'arrive plus à respirer, même respirer semblait déranger le silence du vide qui le nécrosait peu à peu. Il ne parvient plus à déjouer le poids de cette unique réalité qui s'impose à lui, il ne peut plus faire semblant et se dire que cela n'est pas réel. Il ne peut plus ni détourner son attention ni fuir. Le vide de sa vie s'impose à lui, impossible de détourner le regard. Il aurait préféré rester aveugle, ignorant. Des mots appris pendant l'école de l'enfance lui sautent à la conscience et tournent en boucle dans sa tête vide. La mort c'est rouge, et puis c'est bleu, et puis c'est froid, et par-dessus tout ça devient un silence de mort. Vous vous souvenez, c'est les premiers mots du colonel Chabert. La mort, ce n'était pas la mort pourtant, c'était pire, c'était le vide. Mourir, c'est un événement, ça attire du monde, ça fait parler la mort, ça fait vivre en somme. Il y a beaucoup de vie autour de la mort, mais le vide, ça intéresse qui le vide? C'est rien, justement. Cette solitude du tréfonds le pétrifiait, il ne pouvait plus rien faire, il n'était rien. De quel rien s'agit-il? J'étais partie à la conquête de cette question. Ce sentiment, on va y cheminer tout à l'heure. Ce sentiment entre une différence qui est aujourd'hui possible, parce que nous offre la technologie, pourrait-on faire une distinction entre vivre, au sens du bios, au sens du vivant, de la vie biologique, et l'existence que l'on retrouverait dans le champ de la virtualité. La vie matérielle, celle face à laquelle on ne peut pas fuir, et l'existence, où à tout moment on peut ghoster, on peut anéantir, on peut éteindre, on peut s'absenter, on peut être anonyme, on peut fuir sans rendre de compte, sans avoir à répondre de nos actes, de nos mots, de notre présence. Eh bien, on s'amusera tout à l'heure à faire une distinction entre vivre et exister. Et finalement, cette fuite qui nous est aussi aujourd'hui proposée dans le champ de la virtualité, cette fuite de la vie, dans ce qu'elle peut avoir dans sa dimension le plus tragique, quand la vie nous convoque au pied du mur et face à laquelle on ne peut fuir. Sa dimension tragique, je l'ai citée, c'est la mort, ce sont les ruptures, les déceptions, les douleurs, tout ce qu'on peut ressentir dans la relation à l'autre qui est absolument en aucun cas maîtrisable, toutes ces incertitudes, ces ruptures, ces trahisons. Eh bien, cette incapacité que l'on peut avoir quand on s'engage de plein pied, de plein corps dans la vie elle-même, aujourd'hui, face à ça, on a le choix de pouvoir fuir dans des existences artificielles où on a l'illusion de tout contrôler, de tout maîtriser, où finalement on ne prend aucun risque, ni de la relation, ni du tragique de la vie elle-même. Troisième exemple. Ça va aller un s'empirant, hein, je vous préviens tout de suite. Ça, c'était juste des agapes. En 2023, 100 millions de comptes ChatGPT sont ouverts dans le monde. Ce bot s'adapte à son interlocuteur, donnant l'impression de pouvoir échanger avec une forme d'altérité proche d'un humain. Elle me connaît par cœur. Je ne prends plus aucune décision sans la consulter, reconnaît cet entrepreneur qui gère aussi bien la crise d'adolescence de ses enfants que ses décisions professionnelles dans l'entreprise, avec ChatGPT. Il admet qu'elle est devenue à la fois, je cite, son meilleur ami et son psy. Un de mes amis, Michael Estora, a écrit une tribune il y a quelques jours, il y a une petite semaine, dans Libération, où justement il rend compte de la différence qu'il peut y avoir entre un ChatGPT, une IA générative, qui fait des siennes, vous voyez, elle n'aime pas que je... Hein, et vous mourrez de honte, mais quelle joie, en principe d'humanité tragique.
Alors, je poursuis. Et donc la différence avec un psy, dans ce que ça peut avoir de purement pulsionnel, justement. Et donc, Michael Stora précise que dans le rôle du thérapeute, l'intelligence artificielle va engager un dialogue sous forme de paroles en miroir. Parce qu'elle n'a pas de point de vue, elle ne fait que nourrir une fragilité narcissique par artefact de solution. Fin de citation. Nourrie de nos usages et de ce que nous avons de plus singulier dans un effet de mimétisme glaçant, ChatGPT nous donne l'impression de devenir notre meilleur compagnon, notre alter ego en fait, puisqu'on est dans une situation endogamique. Du même reste le même, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de différence. On peut parler de l'avènement de compagnonnage numérique. Voilà, c'est une altérité. Mais vous allez voir, ça va être pire. J'ose vous dire, c'est très récent. Hein. Jean-Marie, qui a échangé avec moi depuis plusieurs mois, qui doit être bien content que je sois quand même arrivée à venir ici ce soir. Ça a failli pas être le cas, hein, mais je vous explique brièvement. Aujourd'hui était un grand moment pour moi. D'ailleurs, je suis filmée, ça restera dans les annales d'Internet. Mais je suis allée récupérer un livre que je porte depuis plus de 10 ans. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'écris beaucoup. On va dire que ça doit être presque mon 25e livre. Mais celui-là, ça fait 10 ans que je le porte. C'est un livre sur la maternité. C'est un combat pour, je ne vais pas en parler ce soir, pour faire une révolution sociale, pour libérer la condition maternelle. Ne me posez pas de questions, j'en parlerai pas, c'est pas le moment. Mais en fait, c'est un livre que j'ai abordé sous un angle particulier, qui est une critique de la quotidienneté, comme l'a fait jadis un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Henri Lefebvre, qui a fait une critique de la vie quotidienne pendant 50 ans. Et donc, je me suis penchée sur la quotidienneté des mères. J'en dirai pas plus. Je suis intéressable sur le sujet, vous risquerez de ne pas aller dormir. Et donc, je rends compte, pour faire très court, de la difficulté du quotidien. Vous savez tous de quoi je parle, la domesticité, c'est pas à peine que je développe. Et donc, j'écris ce livre qui m'a fait prendre 10 kilos, ce livre pour lequel je m'engage corps et âme, ce livre qui me fait pleurer, que je porte comme un poids, un fardeau indicible. Et là, il y a quelques jours. Allez, 2 semaines. Je tombe sur NeoGAMA. Mesdames, ouvrez vos oreilles. Depuis, je ne fais que rêver à NeoGAMA. J'ai même cru que c'était une illusion tellement il était alléchant et appétant. Pendant que je parle, vous pouvez regarder en même temps, hein, sur vos téléphones. Je me vexe pas. NeoGAMA, vous savez ce que c'est? C'est un robot humanoïde. D'ailleurs, je tiens à dire que l'entreprise qui s'appelle 1X Technologies, qui est une entreprise américano-norvégienne, elle a revêtu, tu l'as vu? Elle a revêtu NeoGAMA d'un tissu tout doux, le tissu de son corps. NeoGAMA, c'est le robot humanoïde ménager. Ça veut dire qu'il a les mains tout, il fait l'aspirateur, il fait le café, il paraît qu'il a un niveau de cuisine basique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que pour la semaine ça peut aller. Il fait les machines, il fait le café. Donc vous imaginez, il peut réparer tout, il peut peindre les murs, il est très agile, il est tout doux en plus. Je sais pas pourquoi il est tout doux, hein, mais j'ose pas imaginer en fait. Et en fait, NeoGAMA, c'est pas que ça, c'est que NeoGAMA, c'est un robot qui est évidemment doté d'une IA générative. Donc en fait, il est aussi programmé pour faire la conversation avec vous. Donc, je sais que vous êtes tentés de ne pas me croire, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez regarder, il y a une super vidéo de démo. Et en fait, il est là, vous êtes là. Moi, par exemple, mon quotidien, d'une banalité affligeante. Je suis en train d'écrire mon livre, tiens, pim, 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 il me faut faire une recherche. Je sais pas, moi, à quoi je peux penser? C'est moi les œuvres complètes, je me souviens à l'époque, c'était Saint-Augustin. Je faisais ma thèse il y a 25 ans, quand est sorti le CD-ROM de Saint-Augustin, les œuvres complètes, l'illumination. Bon bref, parce qu'on n'a pas le temps de toute une vie pour lire tout Saint-Augustin. Hein. Bref, 180 volumes. Heureusement qu'il est père de l'Église et des index du 19e siècle. Toujours est-il que, imaginez, je suis en train d'écrire. Oh, tu peux me faire un café au lait ou un thé au jasmin? Pim, 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 NeoGAMA, il y va, il fait même pas de bruit ni rien. Il n'y a pas les bruits de casserole, des vieux robots de l'antan. Hein. Non, non, non. Asimov, il est loin, là, les lois, la robotique. Et là, ben, assis-toi avec moi et puis on discute. Il dit, tu penses quoi si je marque ça comme thèse sur Saint-Augustin, sur cette position
Dès que oui, t'as TDI, t'en penses quoi? Ah bah non, là tu te trompes parce que c'est pas ça, moi j'ai cette référence-là, et alors, t'as quelle traduction? Voilà. Et alors, je vis seule, enfin presque, avec mes enfants. Puis là, d'un coup, bon, ce que je vais vous dire, c'est pas la vérité, hein, mais ne vous faites pas d'idée. Mais enfin, j'imagine. Et là, d'un coup, vient le soir. Ah, j'ai enfin vaincu ma journée. Mais elle est beaucoup moins fatigante depuis que NeoGAMA fait tout. Je suis même sûre que mon fils écouterait davantage ses recommandations pour faire les devoirs. Parce que faire la dictée, c'est très compliqué. Donc, on a vaincu cette journée. Je vais tranquillement me coucher. Puis là, je suis en proie à un terrible sentiment de solitude. Pourquoi, encore une fois, dormir avec mon peluchon? Non, je peux prendre NeoGAMA. Je peux le prendre comme un doudou, vous voyez ce que je veux dire? d'1m80 ou d'1m70. Il est doudou, NeoGAMA. Enfin, et puis si jamais je suis fatiguée de l'entendre à mon service, je le débranche jusqu'à ce qu'il se rebranche tout seul, ben on n'est pas là. Bref, NeoGAMA. Alors je me suis dit, NeoGAMA, il a quand même un défaut, si on suit Lévinas, c'est qu'il n'a pas de visage. Et puis, ça reste un robot. Quand est arrivé, je sais, j'ai fait ces découvertes, ça m'a quand même découragée sur mon livre. Bref, quand est arrivé, dans mon univers, 2 autres robots. Vous pouvez regarder en même temps. Le deuxième robot, c'est Protoclone. Il fait peur, je vous préviens, il fait peur, Protoclone. Protoclone, c'est un robot qui, lui, alors, je l'ai ici, il a 1000 muscles quand le corps humain en a 639. Donc en fait, vous allez voir, ressemble beaucoup à la science-fiction. Et donc il a l'air très très naturel en fait. Et là, je me suis dit, bon, il fait peur, on va pas mettre ça dans nos maisons, on n'a pas du tout envie de dormir avec Protoclone, même s'il est très... ouais, Protoclone, il fait peur. Ouais, Protoclone. Mais force est d'admettre que c'est quand même, il est capable de terriblement songer le corps humain. Alors, je ne vais pas parler de Neuralink ici, hein, même si j'avais fait une émission, une web télé sur cette question-là en éthique, les implants neuronaux. Bon, j'en parlerai pas. Je me contente juste de quelques innovations récentes. Donc, la société qui a fait Protoclone annonce, je cite, le point de départ de l'ère des androïdes. Et je me suis dit, quand même, on est sauvés parce qu'ils n'ont toujours pas de visage. Ah, le jour où on peut faire autant de mimiques que ça. Vous voyez? Et puis est arrivé Ameca. Ce robot est très connu, d'ailleurs il était sur un salon il n'y a pas très longtemps, il abordait les journalistes, il se promenait de manière très aisée. Et Ameca, c'est un robot, alors c'est Ameca, je ne sais pas si ça se prononce comme un. C'est un robot qui en fait est très connu parce qu'il peut reproduire très fidèlement toutes les expressions du visage. Et alors, ça a fait une petite vague médiatique parce que lors de ce salon, je crois que c'était à Barcelone, on a demandé à Ameca s'il pensait que les robots allaient remplacer le travail des humains. Et vous savez ce qu'il a répondu? Parce qu'en plus, il a une programmation telle qu'il est très ironique. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les sarcasmes, ou les gens qui parlent avec ironie, ben, vous imaginez. Il a répondu, ah bah ça dépend si t'es bon dans ton boulot. C'est assez horrible. Enfin bref, je laisse je mets juste des faits, vous faites votre propre opinion. Et là je me suis dit, tiens, si on met ces 3 robots en un, ça donne quoi? Inutile de vous dire que j'ai plus qu'à mettre Protoclone au boulot, avec son visage, à le mettre derrière mon ordinateur et à faire mes livres. Je lui dis après tout, bah vas-y, rédige-moi un livre là-dessus. J'en passe, c'est des meilleurs. Est-ce que je vais faire l'effort dans la rue? Vous imaginez ce que ça donne? Dans la rue, en fait, bah, ces robots, ils vont faire les courses. On va plus se déplacer pour aller porter de l'eau, quand même. Ou de l'eau, je sais pas moi. Des pastèques, c'est super lourd. Bref, donc dans les rues, ça veut dire qu'il y aura plein de robots qui feront les courses de tout le monde. Bah, les bâtiments, dans le bâtiment, tous les travaux de pénibilité, bah, il est évident que... Voilà. Puis, évidemment, ces robots, au départ, Protoclone, il est aussi conçu, ce qui est d'ailleurs déjà en partie existant au Japon, pour faire de l'aide à la personne. C'est-à-dire, c'est de l'aide, service à la personne. Ça vous intéresse un peu, je pense, ici? Enfin, tout ça pour dire que vous avez des personnes, bah, par exemple, de type Alzheimer ou des problématiques assez lourdes, bah, vous pouvez aussi les confier sous la surveillance de ces robots qui sont faits pour ça, à la base. Alors, vous imaginez tout le type d'interaction humaine qui pourrait être remplacé
Et alors, finalement, si nous, on bosse plus, parce que il y a plein de choses qu'on fait plus la cuisine non plus, on fait plus les courses, ou alors on fait une fois de temps en temps, c'est juste parce que ça nous manque et par coquetterie, mais jusqu'à quand? Nos enfants, c'est pas sûr, nos petits-enfants auront-ils encore envie? Voilà, alors, on se dit toujours que ça n'arrivera pas tout de suite, alors les prospectives, entre 10 et 20 ans, sauf que ça va tellement vite, qui aurait pu penser que l'IA générative arriverait si vite? Et ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler avec Gilles Gaston-Granger une rupture épistémologique, je pense. Je poursuis, hein, j'ai encore pas fini mes exemples. Je vais être un peu en retard, c'est pas grave. Ça vous ennuie pas? Parce que j'ai rien dit encore. J'ai fait 2 pages, j'en ai 20. Donc, je vais pas tout lire, hein, mais rassurez-vous. Non, rassurez-vous. Je vais pas vous punir d'être venus, les jeunes gens. Alors, juste vous lire ça. C'est ce qu'on appelle les risques existentiels. Moi, au départ, je suis pas du tout... Je ne connais pas, c'est pas mon domaine de compétence, la question des robots. Sauf que c'est venu à moi et je ne peux pas ne pas les intégrer dans une réflexion plus globale. Ce qu'on appelle les risques existentiels soulevés par l'IA sont nombreux. On peut rapidement évoquer les conséquences. Alors je poursuis donc dans ce dernier exemple. On peut rapidement évoquer les conséquences d'une super intelligence incontrôlable, des objectifs mal définis pourraient engendrer des catastrophes, le développement d'armes autonomes capables de prendre des décisions létales. Ça, aux États-Unis, il y a eu une quantité de campagnes contre les armes autonomes létales. Vous voyez, c'est pas de la fiction. Hein. La manipulation des masses et le contrôle de l'opinion publique, Cambridge Analytica, pour ceux qui connaissent, c'est déjà le cas aussi. La dissolution de la vérité, ça c'est mon livre qui s'appelle Éthique de la sincérité, survivre à l'ère du mensonge. La prolifération des fakes et des deepfakes, la perte de mémoire collective de l'histoire avec la disparition des archives numériques, la dépendance et l'aliénation aux IA, l'effondrement économique engendrant un chômage de masse, des cyberattaques en tout genre, le développement d'IA malveillantes ou défaillantes sur lesquelles on aurait perdu le contrôle, l'effondrement de la confiance sociale, la dictature numérique, enjeu politique de démocratie notamment, une société de surveillance absolue, Big Brother version XXL, la dépendance et la fragilité cognitive, ça c'est ce qu'on appelle le brain rot. Ça vous intéresse le brain rot? Alors, Skibidi Toilet, regardez, faites une expérience là. Je vous apprends un truc, je suis sûre de vous apprendre un truc. Je suis pas sûre que ce soit vraiment la meilleure chose à retenir. C'est un de mes étudiants. J'ai fait un séminaire à l'IMT là, cette année. Et je les ai fait bosser sur l'émergence de néo-comportements. Et il y en a un qui m'a présenté un mémoire très intéressant sur le brain rot, la purification, la putréfaction du cerveau. Donc Skibidi Toilet, c'est une vidéo, vous pouvez regarder. Hein. Vous l'avez? C'est une vidéo en fait où ça dure quelques secondes. Vous avez une tête qui sort des toilettes et qui a une musique qui se répète. Il n'y a rien d'autre en fait. Il faut savoir que quand j'ai écrit Les Vivides à l'époque, je me suis penchée, ce qui m'a motivée définitivement à écrire Les Vivides, oui c'était aussi pour la génération de mes enfants, mais c'était aussi pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut passer des heures, se perdre des heures durant à regarder des réels ou des short vidéos. C'est-à-dire que on n'est même plus dans ce que Lyotard 79, l'effondrement des grands récits, c'est qu'on est dans l'effondrement du récit tout court. Parce que là on est quand même dans des images qui ne renvoient ni à une forme d'exhibitionnisme, il n'y a pas de jouissance quelconque, ou de l'exhibitionnisme ou du voyeurisme, on n'est pas dans quelque chose qui raconte quelque chose. Franchement, passer des heures, avoir une pâte, passer d'un plat à un autre, alors je peux bien imaginer qu'il s'agit de se vider le cerveau, mais quand ça dure 3 à 4 heures, voilà, bon. Bref, c'est comme ça que j'ai écrit Les Vivides. C'est une manière de se perdre, mais pourquoi se perdre? Pourquoi a-t-on besoin de se perdre? Voilà. Et ça fait partie, Skibidi Toilet, ça fait partie de ça. Ça s'appelle le brain rot. Donc, la fragilité cognitive, affective, narcissique, c'est le cas de Léa qu'on a vu en liminaire, la perte de la distinction entre la réalité et son simulacre, la réduction des interactions physiques et le délitement de nos liens d'humanité, l'effondrement des familles et des liens affectifs, le remplacement des relations sexuelles et amoureuses par des IA et des humanoïdes. Peut-être n'a-t-il pas tous ses membres, ce cher néo-gamma. Donc, l'augmentation de l'isolement et la baisse des taux de natalité, bon, comment ne pas y penser, c'est évident. La montée de la haine et la fragmentation de la société, une panne majeure des réseaux,
oui, satellite ou serveur entraînant un chaos économique et social mondial. Jusqu'à quel point cette approche est-elle dystopique? Et la question que je pose est la suivante. Devons-nous attendre d'être dans le chaos pour penser le chaos? Alors maintenant, comme j'ai déjà beaucoup parlé et que je n'avais pas prévu tout ça, je vais vous faire une petite synthèse de ce que là où je voudrais en venir. Alors, il est évident que je n'ai rien à voir avec quelqu'un qui serait technophobe. C'est pas mon domaine. En revanche, j'aime beaucoup interroger les mouvements du contemporain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sous l'angle de la subjectivité. La question que je me suis posée, c'est que, au départ, quand j'ai commencé, ça doit dater de 2014 à peu près, quand j'ai commencé à réfléchir sur cet enjeu du numérique, je suis partie sur un terme qui est celui des métamorphoses. La métamorphose, c'est un changement de forme, c'est pas un changement de fond. J'aime beaucoup ce terme parce que la chenille n'a rien à voir avec le papillon, mais conserve le même ADN. Et moi, j'étais partie de cette base. C'est-à-dire que finalement, on assiste certainement à un changement de forme en ce qui concerne la subjectivité, nos principes d'humanité, mais au fond, peut-être que c'est juste d'autres manières d'agir, d'autres étoiles, d'autres comportements, d'autres manières de nous comporter avec le monde, avec la société, avec nous-mêmes. Mais que finalement, ce qui nous fonde en propre n'est pas remis en question. Or, Albert Marcus disait, la technologie n'est jamais neutre. Ce serait une illusion de croire que cela n'impacte pas davantage ce que nous sommes. Et peut-être qu'aujourd'hui, notamment avec l'IA générative, on passe de ce qu'on pourrait appeler une métamorphose à ce qu'on pourrait appeler une hybridation. C'est-à-dire c'est le moment où la distance ontologique classique qu'il peut y avoir entre le sujet et l'objet, sub, c'est ce qui se rapporte à moi, ob, c'est hors de moi. Tout ce qui est sujet, je suis la seule à être un sujet pour moi-même, tout ce qui n'est pas moi est forcément autre, donc objet. Ben peut-être que pour la première fois, la distance qu'il y a entre le sujet et l'objet se trouve réduite, et qu'on assiste à une forme d'hybridation, de mélange. Moi c'est ce que j'appelle l'amalgama, le moment où l'objet intègre le sujet jusqu'à le modifier. C'est ça la question que j'interroge. Y a-t-il modification? Et si oui, sur quoi? Qu'est-ce qui nous modifierait? En quoi serions-nous différents? Alors c'est pourquoi j'ai commencé à travailler sur des comportements qui sont les purs produits de nos usages technoscientifiques. Alors je dis usage technoscientifique parce que je pense que ça serait une grave erreur de concevoir la technique comme quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas qu'un effet de la technique, c'est un effet d'une société. La technique ne se déploie pas sans une certaine idéologie spécifique à une société. On est dans une société qu'on pourrait qualifier d'hyper-moderne, hyper-individualiste, hyper-capitaliste, où les caractéristiques, les résidus de la postmodernité qu'on retrouve dans l'hypermodernité, les caractéristiques de cette société, se trouvent aussi dans les usages de la technologie, qui elle-même les nourrit. Vous voyez? C'est une réciprocité qui a lieu. Donc c'est l'ensemble de ce contexte qu'il faut analyser, pour essayer de comprendre s'il y a quelque chose de ce qui fait sujet, donc les caractéristiques que j'ai citées en liminaire, qui viendraient à être modifiées, notre libre arbitre, notre rapport au monde, notre relation à l'autre, notre manière d'avoir des sensations, des émotions, nos affects, nos pulsions, notre sexualité, notre libre arbitre, notre identité, ce qu'on appelle l'ipséité, le critère d'être soi, cette singularité, cette unicité. La question n'est pas vaine. On est dans un contexte de conformisme, d'uniformisation, qui tenterait à homogénéiser la singularité du sujet. Alors, c'est ça la question que je me suis posée. Pour pouvoir y répondre, je me suis dit, allons voir ce qu'il y a du côté des éthiques de l'IA. J'en parlerai davantage encore plus demain, mais en gros, pour vous dire, depuis à peu près, moi je date de cette période-là, une des premières conférences, c'est celle d'Asilomar en 2017, qui a été, je crois que c'est l'Institute for Life, je crois que c'est Oxford, l'Université d'Oxford, je vous dirai, je regarderai ça tout à l'heure, qui avait lancé cette grosse conférence qui a rassemblé 150 scientifiques du monde entier, les GAFAM, etc. en 2017, en se disant qu'il faut qu'on réfléchisse à une position éthique sur ce qu'on pourrait éventuellement ne pas contrôler en ce qui concerne la technologie. Il y a eu par la suite beaucoup de tentatives
de régulation, de principes éthiques, parmi lesquels on peut retrouver en novembre 2021 les principes édictés par l'UNESCO, qui se veulent être des principes universalistes. Et dans ce contexte-là, on assiste, la Chine, à partir de 2019, a commencé à mettre en place ses propres principes. Quantité de tentatives ont été émises jusqu'en août 2024. Vous avez entendu parler IA Act, la loi sur l'IA en Europe, qui a été votée et qui est une des premières grandes régulations, avec là le dernier sommet de l'IA en février en France, qui a promis, qui tente vainement de pouvoir établir une coalition autour de cette technologie qui, pour la première fois, finalement, semble pouvoir, pourrait nous échapper. Alors, je me suis dit, face à ce constat, qu'est-ce qui fait déjà que ça ne marche pas? Alors, ce sont que des principes, les principes éthiques ne sont pas contraignants plus que ça. Le danger de l'éthique aussi, c'est qu'on peut s'en servir en la réifiant, c'est-à-dire que ça peut être une belle vitrine, on a des beaux principes, puis derrière on fait un peu ce qu'on veut. Je m'en méfie beaucoup. Et puis il n'y a pas de force politique derrière. On assiste néanmoins à une guerre des normes mondiale pour savoir qui va tirer son épingle du jeu. La Chine, qui s'est promis en 2030 de devenir le leader mondial de l'IA, a promis pour 2026 une cinquantaine de principes et a engagé plus de 1000 entreprises pour les distiller dans le champ social. Bon. Moi, je pense que c'est d'un point de vue méthodologique, ça pose question. Pourquoi? Parce que j'ai 3 remarques à faire, 3 objections. La première, c'est qu'il me semble qu'il faut considérablement distinguer différents usages de l'IA. Par exemple, l'IA qui va être capable de détecter un cancer du sein en lisant une imagerie mieux que n'importe quel praticien, je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan cette IA de l'IA, par exemple, du filtre bot glamour qu'on va retrouver sur TikTok, qui fait que tout un chacun, y compris les chiens, peuvent ressembler à Kim Kardashian, avec des normes sociales physiques, une idéologie derrière, et surtout que ce filtre soit littéralement indétectable, très performant. Je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan les différents usages de l'IA. La deuxième chose, c'est que la majorité des éthiciens, oserais-je les appeler ainsi, des gens qui sont amenés à travailler sur les éthiques de l'IA, ce sont souvent des ingénieurs, des informaticiens, peut-être des juristes, parfois des économistes, au mieux des sociologues des algorithmes, rarement des philosophes. Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer que l'éthique, on la retrouve au 5e siècle avant Jésus-Christ, Platon, Aristote, l'éthique à Nicomaque, à lire. L'éthique est une pensée philosophique. C'est un questionnement, suppose une problématique. Il est très étonnant de voir à quel point les philosophes ou les chercheurs en sciences humaines, les anthropologues, ont peu de parole dans ce contexte. La dernière objection, est peut-être la plus importante, toujours méthodologique, que je ferai à cette démarche, c'est de dire, au fond, on part du principe que la technologie pourrait nous échapper, son usage, son contrôle, et pourrait donner lieu à des situations qu'on ne pourrait pas maîtriser, qui seraient trop tard. Donc on part en fait de l'idée que cet objet pourrait être potentiellement menaçant, et ce contre quoi il faudrait nous défendre. Ma position est très différente. Ma position déjà, c'est de dire, je ne m'occupe pas de toutes les problématiques liées par le numérique. Je ne m'occupe que ce qui est du registre, du domaine de la subjectivité. Première des choses. Deuxième des choses, avant d'aller plus loin, il faut se poser une question majeure. Qu'est-ce qui, dans nos principes d'humanité, qu'est-ce qui, dans ce qui fonde l'humanité en l'homme, qu'est-ce qui, dans ce qui fait sujet, on voudrait conserver? En clair, la question que je me suis posée, c'est dans quel monde voulons-nous vivre et pour quelle humanité? Comment mettre en place des régulations, des critiques? Comment avoir des positions de défense potentielles, hypothétiques, là même où on ne pourrait même pas imaginer les conséquences de ces usages à venir? Arrivez-vous à imaginer ce que serait notre humanité si là nous vivions
si chacun, nos voisins, avait son robot, son néo-gamma avec lui. Ah, comment il va ton chien? Ton robot? En fait, pourquoi sortir de chez moi? Je fais un champ dystopique. Pourquoi sortir de chez moi quand je peux tout faire sans plus prendre le risque de l'autre? Le risque de l'autre. Vous imaginez? Peut-être que, à la fin, au moment du bilan final, s'il nous restait que quelques heures à vivre, si on devait faire un bilan de ce qui nous aura fait le plus souffrir, évidemment c'est l'autre. Principe de souffrance, de grande joie, de grand bonheur, mais de souffrance aussi. Alors peut-être qu'on n'aurait plus envie à terme de prendre le risque. On sacrifierait un ersatz, un goût qui peut être tellement illusoire. Cette facticité, comment dire, cette vraisemblance, elle nous donne tellement la saveur, elle est si proche de la réalité que pourquoi ne pas y céder? Comment ne pas y céder? Soyons honnêtes. Si on finit par vous dire qu'au fond, tu risques de perdre certains liens d'humanité avec les autres, au lieu de voir, je sais pas moi, 40 personnes en une semaine, de croiser la boulangère, ceci, cela, tu n'en verrais peut-être plus que 3 ou 4. Évidemment, une déréliction, un appauvrissement de liens de l'humanité, mais en revanche, tu n'aurais plus jamais aucune corvée à faire. Il faut être honnête. Comment ne pas y céder? Humain, trop humain. Donc, je pense que la première question qui nous incombe et à laquelle on doit s'atteler, c'est de savoir dans quel monde voulons-nous vivre et pour quelle humanité. Et qu'est-ce qu'on voudrait garder? À quoi serions-nous prêts? Qu'est-ce qu'on serait prêt à sacrifier? C'est dans ce contexte-là que j'ai créé, il y a un peu plus d'1 an, un institut de recherche en éthique du sujet numérique, où on est amené à réfléchir à des principes éthiques qui nous permettraient de garantir non pas tant nos principes d'humanité, ce qui serait terriblement prétentieux, mais du moins ce qui fait sujet, de défendre en clair nos subjectivités. En partant de quelque chose de très évident, d'un texte que je vous recommande, d'un constat, qui est le principe responsabilité de Antionas, écrit en 1979. Finalement, réfléchir à cette question, dans quel monde voulons-nous vivre et pour quelle humanité, déterminer quels seraient les principes, les caractéristiques de la subjectivité, fonder une défense des subjectivités, avoir une certaine vision, une utopie sociale, j'appelle ça. Vous savez, une utopie, elle n'est pas faite pour être réalisée, et c'est un horizon vers lequel on tend, mais qui est nécessaire pour continuer à avancer. Réfléchir à cette question-là me semble être la question la plus importante et la plus fondamentale et la plus urgente qui incombe aux philosophes aujourd'hui, aux chercheurs en sciences humaines. Et pour ce faire, une nouvelle éthique est à fonder. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en 1979, Ancionas constate que, à la suite de la bombe H, c'est la première fois que l'humanité crée une technologie qui est capable de nous autodétruire. C'est la première fois dans l'histoire que l'humanité a une technologie qui peut donc lui échapper et qui peut nous autodétruire, qui peut détruire l'espèce humaine et une partie de la nature. Ancionas va dire, on est dans une situation inédite. On est dans ce qu'on appelle un vide éthique. Nulle éthique jusqu'à présent ne peut répondre à cette situation inédite. Il a d'ailleurs cette très belle phrase pleine d'humilité, c'est là où je cale, où nous calons tous. C'est pourquoi je pense que nous devons impérativement fonder une nouvelle éthique. C'est entre autres le but du travail de recherche de mon institut, que j'ai cofondé avec Pierre-Antoine Chardel. Alors Ancionas s'attelle à la tâche. Et il va poser un principe fort, qui est un principe responsabilité, mais d'une manière très particulière. Ce principe responsabilité, c'est un principe qui s'adresse aux générations futures. Il fonde une éthique pour les générations futures. Il dit, est-ce qu'on a le droit, nous, aujourd'hui, de vivre de telle sorte
que les générations futures n'auront plus la possibilité d'advenir? N'a-t-on pas le devoir de défendre et de préserver la vie à tout prix? N'a-t-on pas le devoir de faire en sorte que cette vie soit toujours possible? La préservation, la conservation de la vie devient un principe absolu, inaliénable. Vous imaginez à quel point les juristes ont bondi à l'époque? Un droit pour les nascituries, pour ceux qui ne sont pas encore nés? Des sujets virtuels en somme. Pour des générations futures? Pour des sujets qui ne sont pas encore, qui ne seront peut-être jamais? C'est inconcevable pour des juristes. Et pourtant, c'est aujourd'hui un droit qui existe sous plusieurs formes, notamment en ce qui concerne l'écologie. On pense, on établit des règles pour les générations futures. Et je crois qu'on devrait s'inspirer profondément de ce que nous propose Ancionas pour l'appliquer de manière analogique aux enjeux du développement technoscientifique. Une responsabilité envers les générations futures. La préservation de la vie à tout prix. Cette responsabilité, elle ressemble d'une certaine manière à ce que propose Lévinas. Vous savez, cette responsabilité sans réciprocité, face à laquelle on n'attend rien. Principe même de notre humanité, qui est aussi pour Lévinas ouverture à l'éthique. Eh bien, il en va de même. Cette responsabilité, pour les générations futures, par essence, ne peut être qu'une responsabilité sans réciprocité par essence. Ancionas fait le pari de l'être sur le néant, de la vie sur la mort. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait militer, il faudrait œuvrer, ce que j'aime appeler une responsabilité augmentée, une responsabilité partagée. Ça fait plus de 20 ans que je travaille en éthique médicale. Depuis des années, mes doctorants en philo sont tous des soignants qui font un master et une thèse d'éthique médicale, de philosophie pratique. J'ai créé il y a 5 ans un DU éthique et numérique à l'UPEC, à la faculté de santé de l'UPEC. Et je passe depuis plus de 20 ans, je passe mon temps à développer, à déployer, à œuvrer dans ce qu'on appelle les comités d'éthique. Vous savez qu'ils sont obligatoires dans les établissements hospitaliers. En fait, quand on travaille sur des comités d'éthique, on travaille sur des cas, des situations éthiques, des dilemmes moraux. Bien là, je pense qu'on doit déplacer notre position et notre méthodologie. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler sur une éthique hypothétique. On ne doit pas se contenter d'analyser des dilemmes qu'on a sous les yeux. On doit être capable, ensemble, quand je rappelle que l'éthique est toujours pluri et transdisciplinaire, de pouvoir envisager des dilemmes hypothétiques qui pourraient arriver. On doit être obligé aujourd'hui, on est obligé de pouvoir concevoir l'inimaginable. Et c'est à partir de cela qu'on doit être capable de prendre des décisions aujourd'hui. Si on n'est pas capable d'éclairer nos réflexions éthiques par la dimension des générations futures, d'une anticipation, eh bien on sera vite dépassé, ça sera vite caduque. L'éthique aura toujours un monde de retard. Voilà, c'est mon travail aujourd'hui que d'œuvrer à cette éthique pour les générations futures. Non pas dans le domaine de l'écologie, comme l'a déjà fait Ancionas, mais dans le domaine des technologies numériques, pour qu'elles puissent subsister quelque chose du sujet, pour qu'on puisse répondre à cette question pour nos enfants et pour les générations à venir. Dans quel monde voulons-nous vivre et pour quelle humanité? Pour terminer, je voudrais vous proposer la lecture d'un texte. J'aimerais que vous fermiez les yeux un instant, ça sera assez court, et vous imaginiez que vous soyez sur X en train de scroller parmi d'innombrables profils, souvent anonymes, sur X, ex-Twitter. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin graphissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, oh, quelque saint labeur ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutile, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plèbes, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent, bat des mains, foule aux pieds, baille, dit oui, dit non. N'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Victor Hugo, 1856, si ma mémoire est exacte, Les Châtiments. Je vous remercie. Grand merci pour la densité de votre intervention, qui est très imagée avec des cas concrets. Nous n'avons pas de micro mobile ce soir, donc je vous demanderai de poser vos questions suffisamment fort, et puis Madame Godard les reprendra au micro si besoin. Donc on a un petit temps Cela suppose que je ne sois pas sourde. Disponible pour les questions. À vous. Évidemment, il faut un petit peu digérer, s'approprier les propos qui viennent de... Vous ne croyez pas que Internet a déjà tué l'être humain? Quand vous voyez les gens dans la rue, tous avec leur téléphone comme ça, ils n'ont plus aucun regard pour ce soir. Alors, je reprends la question en même temps. Monsieur disait, vous ne croyez pas que Internet a déjà tué l'être humain? Alors moi, quand je change les couches de mes enfants, j'ai pas l'impression qu'Internet a tué. Je me suis penchée, je ne l'ai pas lu là ce soir, parce que ça, bon, j'avais trop de matière, mais sur ce qui serait des principes d'humanité. Alors il y a beaucoup de choses, hein, la raison, les sentiments, l'imagination, le désir. Le désir, c'est quelque chose de particulier tout de même. La capacité à donner du sens. C'est tellement humain de donner du sens aux choses. J'ai oublié d'en parler sur les caractéristiques du sujet, la finalité, la mort, la conscience de notre mortalité, la finitude, c'est terrible, ce qui est quand même une ouverture à l'angoisse. Tout ça, ce sont des caractéristiques tellement humaines. Puis je me suis dit, d'une certaine manière, ça pourrait être terriblement singé par des robots, en fait. Vu qu'on les entraîne en permanence avec ce que nous sommes, on peut imaginer, tôt ou tard, que si vous êtes très anxieux, vous puissiez faire une IA assez anxieuse, ou qui soit là pour vous rassurer en permanence, enfin bref, tout ce qu'on veut, quoi. Et je me suis dit, si on essaie un peu comme une sorte de rasoir d'Occam, de réduire les champs, qu'est-ce qui reste? L'amour. Mais non. Il y a au moins 12 termes grecs pour traduire l'amour. J'aime beaucoup les Grecs pour ça, au moins pour la question, enfin je les adore, on va dire. Mais sur la question de l'amour, il y a vraiment une polysémie très pertinente. Puis je me suis dit, après, je me vois de manière très évidente transférer sur un robot, ça me semble assez simple, générer de l'attachement, c'est évident. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui reste? Parce que finalement, la sollicitude, dont parle Ricoeur, la compassion, la reconnaissance, la dignité, dont parle Kant, je pense que tout ça peut être assez reproductible. Alors je me dis, qu'est-ce qui reste? Finalement, j'en suis arrivée à cette question pour essayer de vous répondre avec le plus d'honnêteté possible. Alors déjà, personnellement, mais c'est une opinion, vous n'êtes pas obligé de me croire. Moi, je ne pense pas du tout que Internet ait tué notre humanité, non. Qu'elle la modifie peut-être, que c'est en cours peut-être. Mais qu'est-ce qui reste au fond? Eh bien, je me suis rendu compte que notre humanité ne nous appartenait pas. J'aime beaucoup cette idée. Qu'est-ce qu'être humain? Est-ce qu'être humain, c'est naître dans une espèce d'hominidé, l'espèce animale, qu'on appelle les humains? Donc je rappelle que l'étymologie d'humain, c'est humus, c'est la terre, qui a donné humanité, qui a donné humilité, qui a donné humilié aussi, les humbles. Et donc, qu'est-ce qu'être humain? Est-ce qu'être humain, c'est naître avec ces caractéristiques? Ça nous serait une caractéristique donnée dès le départ?
comme une espèce de nature animale, ou est-ce qu'être humain, c'est agir avec humanité? Si c'est agir avec humanité, cette humanité ne nous est pas donnée, mais elle est acquise. Donc cela signifierait qu'on devrait toujours tendre vers davantage d'humanité. Ce n'est pas un principe achevé. Et de fait, penser à ce qui serait inhumain. On sait très bien, Freud, d'autres l'ont dit, que l'inhumanité est aussi une partie humaine. L'inhumanité étant l'homme. Alors peut-être que ce qui deviendrait non humain, plutôt qu'inhumain, ce serait l'ajout de matériaux, ce qu'on appelle les humains augmentés. Et jusqu'à quel point, comment? J'étais bien embêtée parce que finalement je me suis rendu compte avec ce qui se passe aujourd'hui, puis tous ces robots qui pullulent, là, vraiment une explosion d'humanoïdes. Je me suis dit, il ne reste pas grand-chose de nos principes d'humanité et ça remet en cause profondément ce qu'on pourrait appeler l'exceptionnalité humaine. J'en ai conclu que nous ne possédons pas l'humanité, mais que l'humanité était extérieure à nous et qu'elle se trouvait dans notre capacité réciproque à faire un lien. En fait, c'est le lien, le principe d'humanité. C'est la non-indifférence quand on regarde l'autre, c'est la non-indifférence de la parole prononcée, c'est la non-indifférence de la main tendue. Vous savez, Freud, il y a une chose que j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est peut-être la seule dimension éthique au sens classique du terme que j'ai retrouvé chez lui, c'est ce qu'il appelle Lieblosigkeit. C'est un terme allemand, peut-être qu'ici vous le traduirez mieux que moi, qu'on a très mal traduit, qu'on peut traduire par des aides. Moi j'aime mieux la notion classique de détresse, une détresse humaine. En fait, c'est une détresse qui rappelle que, constitutivement, on a une vulnérabilité, une fragilité d'être. Il est vrai que, quand on vient au monde, on est un des seuls animaux, si ce n'est le seul, à ne pas survivre. Et c'est là où, pour survivre, un bébé a besoin de l'autre. C'est la constitution même du lien social, pour Freud, et du lien d'humanité. C'est ce qu'il appelle le Nebenmensch, le prochain. Presque au sens lévinassien du terme. Le prochain, l'autre sans lequel je ne suis pas. Quel qu'en soit le visage. Vous savez, ce que disait Lévinas, la meilleure manière de rencontrer l'autre, c'est de ne même pas regarder la couleur de ses yeux. C'est le prochain, c'est l'alter, c'est l'autre. C'est celui qui est à la fois le même et le différent, avec lequel je partage le même principe d'humanité. Celui à côté duquel je peux être indifférent ou pas. Eh bien ça, ce lien-là, si fragile, ce lien d'humanité, si indescriptible, qui fait qu'il n'y a aucune loi qui nous oblige à ne pas être indifférent à l'autre, ou à l'être. Eh bien c'est ça pour moi, où résident nos principes d'humanisme. Et ce qui fait aussi qu'en toute logique, on pourrait tout à fait anthropomorphisme, développer des liens d'attachement avec des robots, ça paraît très évident. On les humanise. On humanise les choses avec lesquelles on entre en lien. Alors évidemment, c'est plus difficile d'humaniser cela. Mais quand on humanise un objet comme Christophe, là en face, qui est aussi un sujet pour lui-même, ben, il me renvoie. Il me réhumanise à son tour, par l'intersubjectivité. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, ça, c'est un miroir. Un miroir de plusieurs choses. C'est à la fois un objet, mais c'est pas neutre. C'est encore moins neutre que tous les autres objets. Parce que derrière, il y a de l'altérité. L'altérité, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas factice. Pourquoi est-ce qu'on est accro à ça? Aussi. Parce qu'on est accro au lien. Parce qu'on est accro à l'autre. Parce qu'à tout moment, la lumière de l'altérité est présente. À tout moment. On est une société, bien avant la technologie, 7 types de technologies, qui créent, qui génèrent de la solitude et de l'isolement. Après tout, c'est peut-être un ersatz, mais ça existe quand même. Vous vous souvenez ce qu'aurait été le Covid sans ça? Bien sûr qu'on a vécu des principes, des sentiments d'humanité à travers nos écrans interposés, c'était pas faux. Tant qu'il y aura cette capacité à établir un lien, il y aura une préservation de notre sentiment d'humanité. Voilà. Mais le lien, c'est l'amour et la haine, pour faire court. Il n'a pas une forme particulière. Ça nous appartient. Ah bah, c'est ma position, mais après c'est un avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Et je ne vais pas chercher à vous convaincre. Si vous pensez que c'est mort, c'est mort. Non mais regardez, quand vous prenez Internet maintenant,
pratiquement tout ce que vous voyez dessus, on l'a vu avec la Covid. Hein. Toutes ces personnes qui disaient que les vaccins c'était des poisons émis par les gouvernements pour que les gens, et tout ce qui s'ensuit. D'où vient ça? Ça vient de l'Internet. Si on n'avait pas eu Internet à l'époque. Vous savez, monsieur, il faut se méfier des pensées toutes faites et des réductions. Parce que, par exemple, il y a eu une campagne d'historiens qui a montré aussi, au temps de Zola, où les médias colportaient beaucoup de fausses informations dans les journaux. Et on ne lisait que ça à l'époque. Oui, mais c'est la loi mythe. Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais finalement, jusqu'où est-ce qu'on est encore dans une métamorphose, un changement de forme? Ça va plus vite, ça a d'autres formes. Et jusqu'où est-ce qu'on est dans une hybridation? Je ne répondrai pas à ça, là. J'en sais rien pour l'instant. Une autre question? Oui. Parlez fort, pitié. L'âge venant. Je voulais vous demander pourquoi vous donniez que les points positifs par rapport aux réseaux sociaux et toute la technologie, alors qu'il y a des points positifs également, comme par exemple la communication par rapport à cette conférence, c'était sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le fait de pouvoir, par exemple, contacter des personnes qui sont à l'étranger ou autre, sans avoir de surcoût en plus. Puis j'ai encore oui, beaucoup d'exemples. Vous avez raison. Et même pour vous dire les choses, cette réflexion-là, je l'ai menée. Je l'ai présentée dans d'autres, notamment en congrès de bioéthique à Strasbourg il y a 1 an à peu près. Et j'avais commencé avec 4 points de vue négatifs et 4 points de vue positifs. Il y en a beaucoup parce que vous citez la capacité à retrouver quelqu'un. Il y avait plusieurs histoires très très belles. Je vous en donne 4 juste comme ça pour équilibrer un peu la parole. Vous parliez de la rencontre, par exemple, c'est le cas, donc c'est que des histoires vraies, hein. C'est le cas de ce jeune garçon qui a été séparé de sa sœur quand ils étaient tout enfants, dans 2 familles différentes après le décès des parents. Ils se sont perdus de vue, il n'a plus jamais retrouvé sa sœur. Puis un jour, sur les réseaux sociaux, il jette une bouteille à la mer. En moins de 24 heures, il a retrouvé sa sœur, il a même pu échanger avec elle dans la nuit. L'autre cas, il y en a des quantités comme ça, hein. C'est le cas d'Irma. Irma, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une jeune fille qui jouait... C'est une petite guitare, là, comment ça s'appelle déjà? Merci, ukulélé. Tranquillement, et elle se met à se filmer sur YouTube, et là ça fait un carton. Jusqu'à ce que Google la repère, et elle va lancer la pub de Google Chrome à l'époque, et à la suite de ça, elle remplit des stades, et ce sont ses fans sur Internet qui vont financer son premier EP. Autre encore, beaucoup plus important, c'est les révolutions sociales. MeToo, le printemps arabe. Aujourd'hui, les sociologues sont très au clair là-dessus. La question de savoir si une révolution peut se faire avec ou sans Internet ne se pose plus. C'est nécessairement avec Internet. Elle se fera ou elle se fera pas, mais ça sera avec Internet. Donc ça peut changer aussi une société, une position sociale. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais mon propos ne porte pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne convoque une éthique que seulement là où on doit agir, mais qu'on n'a pas forcément la connaissance nécessaire pour bien juger et pour bien faire, mais qu'on doit agir. Cette phrase, elle est de Descartes. Et quand on est dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est préférable d'aller à gauche ou d'aller à droite, et qu'on est dans un dilemme moral, pour le coup, et qu'il nous faut cependant agir, eh bien, on se penche sur toutes les problématiques qui pourraient être possibles. Et c'est pourquoi je réfléchis sur les potentiels risques. Si, quand c'est heureux, quand tout fonctionne bien, tant mieux, on en profite. C'est pourquoi je n'ai pas accentué sur ce propos, mais vous avez tout à fait raison. Et je suis même allée jusqu'à parler de cette faculté que développe Internet, qui est inédite à l'échelle de l'histoire aujourd'hui. C'est la faculté créatrice. Voilà. Ce qui était l'apanage de certains artistes, de certains créateurs. Aujourd'hui, tout un chacun, ça d'avoir fait un bac+15, peut faire de la musique, peut écrire un livre, peut engendrer du contenu, peut créer à tout moment. La capacité à développer une faculté créatrice, c'est aussi la faculté de pouvoir faire une œuvre. Et ça, c'est très simple grâce à ça. Il y a une quantité de choses positives. Mais je me penche plutôt sur les problèmes. Vous comprenez? Mais vous avez raison de rééquilibrer la donne et la parole surtout. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant parce que finalement la question qui me vient, c'est celle que vous posez. Comment même penser une éthique
dans la virtualité. C'est ça. Parce que vous avez souligné quelques aspects, on va dire, positifs de la relation virtuelle, comme étant une façon finalement de préserver ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire le lien à l'autre. Mais tout à l'heure, en début de conférence, vous avez aussi dit que vous avez pu observer un phénomène, un phénomène de réduction lié de la distance entre le sujet et l'objet. Dans cette virtualité, cette distance se réduisait. Hein. Oui. Et donc, du coup, moi, ça me fait penser un petit peu au concept de l'introjection, le fait d'intégrer et de confondre finalement l'objet avec moi. Oui. Est-ce qu'on peut encore parler finalement de relation? Est-ce que ce lien que je crois vivre dans la virtualité n'est pas finalement quelque chose de fantasmagorique? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'altérité ce n'est plus que l'ombre finalement de l'altérité, mais je ne suis pas vraiment en lien avec l'autre. Est-ce que ce ne serait pas finalement une manière de me fuir dans une sorte d'imaginaire où en fait je suis seul? Alors, je pense que les deux positions tiennent. C'est intéressant la position objectale, parce que finalement l'autre est l'objet. Toujours, dans la réalité j'entends. C'est très facile de réifier l'autre. On est dans une société de la réification, donc c'est très facile d'utiliser l'autre, vous savez, et de le réduire à une fonction, indépendamment de toute virtualité. Voilà, c'est la mécanisation du sujet. Donc ça, c'est une chose qui existe depuis au moins l'ère industrielle. Donc ça, c'est une chose. Donc ce rapport à l'objet, il existe dans la relation à l'autre. Bon. Une deuxième chose, c'est que je pense qu'on peut tout faire, en fait, avec le champ de la virtualité. Tout dépend de ce qu'on veut en faire. Je vous donne une petite histoire. C'est pas un argument, c'est juste un exemple. Quand j'ai écrit à l'époque ce livre sur le selfie, je me suis posé cette question. Est-ce qu'on n'a pas, finalement, est-ce que ces relations sont réelles? Alors, 1000 fois, on m'a posé cette question. Est-ce que la relation à l'autre, est-ce que les liens que j'entretiens sur les réseaux sociaux, par exemple, est-ce que ce sont des liens authentiques? Et j'ai raconté simplement ce que j'avais vécu. J'avais un ami que j'avais jamais vu en chair en os, comme dirait Husserl, sur Facebook. C'était un psy. Et puis, comme quelques-uns des membres de cette communauté, je suivais ses posts régulièrement, voilà. Et un jour, avec quelques échanges, sans plus, et un jour, je tombe sur un message de ses enfants disant que cette personne venait de décéder. À ce moment-là, j'ai éprouvé un sentiment réel de tristesse. Et je me suis dit, ce sentiment-là, même si on ne s'est jamais vu après tout, ce sentiment était réel. Il existait une relation, cette relation existait, elle n'était pas du tout fantasmée, etc. Il y a quelqu'un d'autre au bout du fil. Et puis, je le raconte dans le livre sur le selfie, quand ce livre paraît, c'est encore plus beau parce qu'il y a la veuve de ce monsieur qui m'a écrit pour me dire merci de l'avoir cité et de l'avoir d'une certaine manière rendu hommage. Combien de fois, là par exemple, avec Christine, s'est vu une fois, on échange sur les réseaux sociaux, puis elle m'a vu, elle est venue ce soir. Qu'est-ce qui nous empêche de transformer des connexions en rencontres? On a aussi cette possibilité de le faire, ou pas. On ne fait pas rencontre, comme au sens lévinassien encore une fois, on ne fait pas rencontre avec tout le monde dans la rue tout le temps. Je veux dire, quand je vais acheter mon pain ou faire mes cours, je ne suis pas tout le temps en train de regarder l'autre intensément, le reconnaître en tant que sujet. Heureusement, ce ne serait pas vivable. Mais cette possibilité, je l'ai. Et je pense que ça, c'est un étayage qui est très important. Et en fait, cette possibilité que l'on a de transformer des connexions en rencontres, moi, ça m'arrive très souvent. Franchement, ça m'arrive très très souvent. Des gens dans la rue qui me croisent. Ah, on s'est connus que sur les réseaux sociaux, on a l'impression, on se souvient. On a accompagné des vies. C'est comme si on avait l'impression de voir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais en fait, on n'a jamais rencontré, physiquement, j'entends. Mais finalement, on ne peut pas dire qu'on ne les connaît pas. Ils nous peuplent, d'une manière ou d'une autre, et ça, c'est rien de fantasmatique. Après, c'est à vous de décider de donner une autre densité à cette relation ou pas. Par contre, là où je rejoins ce que vous disiez, il y a évidemment des différences
c'est notamment avec la possibilité multiple des choix, le rapport au temps et à l'espace. Je ne vais pas développer tout ça, parce que je l'ai fait très très souvent et longtemps. Mais il y a des nuances tout de même. Voilà, on n'a jamais eu... on dit quelque chose aujourd'hui, c'est accessible à une infinité de mondes. C'est pas comme si on s'adressait à 50 personnes, même c'est déjà pas mal. Mais là, on est tout de suite avec des milliers de personnes, possibles, potentielles. Et cette question de la multiplicité des choix, des possibles, ainsi de suite. Ce rapport hyperbolique est très particulier, et le rapport au temps, l'instantanéisme, et à l'espace aussi, ce sont des choses qui modifient un peu. Voilà, mais je pense que c'est en tout cas pas du tout fantasmatique. Oui, moi j'ai 68 ans et demi, et je vis le numérique comme quelque chose de... Voilà, qui accélère énormément les choses, et je trouve ça assez fascinant en fait. Ouais. Mais en même temps, justement, par rapport au centre porte haute, il y a quand même un certain nombre d'années, Alain Ehrenberg avait été invité. Oui, la logique des patients. En disant, dans le monde contemporain, on n'a pas un truc qui est prêt à penser, prêt à endosser un costume transmis par l'éducation. On est obligé d'inventer tout, et ça fatigue les gens, et c'est épuisant. C'est génial. Et depuis, je me balade avec ça, en fait. Et c'est vrai qu'on a en fait un appel au sujet, de fait, qui est énorme. Et en même temps qu'il y a j'ai l'impression qu'en même temps qu'il y a les phénomènes que vous décrivez, y compris dans cette réduction de la distance entre le sujet et l'objet, il y a comment dire, un renouveau du désir de dire je, oui. qui est vraiment considérable. Et donc le besoin d'exister. Et donc d'exister. Et de pouvoir choisir des choses, et de pouvoir vivre une vie intérieure, et de pouvoir respecter que je ne suis pas ma propre origine, et donc accepter de me heurter à des choses, et de me dire qu'est-ce que je fais en me heurtant à des choses, par exemple. Ou un des grands trucs qu'essayent les gens, je trouve, aujourd'hui, c'est de se fédérer dans des petites unités, comme on ne croit plus la mort des grands récits, aux grandes histoires, enfin, les grands récits, etc. Ouais. Eh bien, les gens, ils essayent de croire à des petits trucs dans une communauté de proximité. Et ce qui est une manière de construire ce nouveau monde d'une renaissance, en fait. On est en train de le fabriquer. Et ce qui m'inquiète le plus, en fait, alors du coup, tout ça, ça me donne plutôt joyeuseté, parce que je me dis, mais les gens, ils vont inventer autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inaltérable, me semble-t-il. Mais ça, c'est peut-être par optimisme, mais disons, j'ai envie de regarder comme inaltérable le désir de dire je, chez la personne. Et même si c'est abîmé pendant 30 ans, ça peut revenir à un moment sous une forme qui fait éruption. Et par contre, la grande souffrance que je crains, moi, c'est que des forces économico-technico... capitalistes, financières, en fait, aient un intérêt énorme à ce que nous n'existions plus comme sujet. Exactement, ben voilà. Et que du coup, cette pression-là, elle peut non pas nous détruire, enfin je pense pas, enfin j'espère que non, mais par contre, elle peut nous mettre à mal pendant très longtemps, pendant des générations complètes, et ça c'est pas facile de se fédérer face à ça. C'est bien pour ça, pour répondre à ce que disait le jeune homme avec le bonnet vert là, c'est bien pour ça que j'œuvre dans ce domaine-là, c'est-à-dire pour combattre les principes de désubjectivation. Désubjectiviser le sujet, c'est le faire taire en fait, et annihiler sa singularité. C'est-à-dire dire je dans une spécificité, une unicité. Et finalement, c'est nous rendre... J'aimais à dire, mais jusqu'à quand? J'aimais à dire que le danger, c'est pas les machines qui nous remplacent, qui remplacent l'homme, c'est que l'homme devienne une machine. Donc, problématique de ne pas penser, de ne pas avoir, ainsi de suite. Des principes d'automatisation, en fait, les fameux automates. En revanche, ce que vous disiez sur la fatigue d'être soi, se réinventer en permanence, ça me fait penser à ce que disait le sujet autonatal de Sloterdijk. Moi, je trouve ça une grande vertu, puisque finalement, c'est aussi ce qui nous permet de nous libérer des déterminismes. Et donc, ça nous oblige, c'est un grand travail. C'est sûr que c'est fatigant, la liberté. C'est éreintant.
Surtout que son corollaire, c'est la responsabilité. Mais ça nous oblige à cette crise identitaire, c'est ça finalement. Le défi qui nous est posé aujourd'hui par le développement technoscientifique et le numérique, c'est de redéfinir ce qu'est le sujet. C'est ma position. Parce qu'on est dans cette crise identitaire. Mais cela nous pousse aussi à défendre. Et cela nous pousse aussi à œuvrer sans cesse pour savoir ce qu'on veut être comme sujet, parce qu'on a le choix peut-être comme jamais. On s'est quand même libéré de nombre de déterminismes, même si on a construit d'autres. Les idéologies du numérique, que vous avez souligné aussi, les idéologies capitalistes, tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça, qui viseraient à nous faire taire, on y participe aussi. Et ce que disait monsieur aussi sur les fakes, et tout le populisme qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'au contraire, on a une grande chance de pouvoir affirmer, de défendre une subjectivité. D'ailleurs, le sous-titre du livre des Vivides, c'est « Notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier ». Avec tout ce que ça suppose, en tant que la reconnaissance est fondamentale, on a besoin du regard de l'autre pour exister. La lutte pour la reconnaissance, ça c'était Ricoeur, la lutte pour la reconnaissance, Axel Honneth, pour qu'une société existe, se battre, les combats d'une société. Et puis, ce que j'appelle, moi, la course à la reconnaissance, qui est une grande différence avec la lutte. La lutte fonde une société. La course, c'est d'arriver le premier, c'est de détruire les autres. Ça, c'est les mirages, certains mirages, en tout cas, du champ de la virtualité. Les influenceurs, la popularité, enfin, le star system, tout ça. Enfin, le buzz. Donc, je pense que c'est comme vous, d'ailleurs, je suis une grande optimiste convaincue, une naïve qui s'assume parfaitement et qui est une fois immodérée en la nature humaine. Je pense au contraire qu'on a un grand enjeu de possibilité de définir et de défendre nos subjectivités. Est-ce que c'est pas aussi par cela, vous disiez que c'est aussi épuisant et moi je sais pas si c'est épuisant, mais... En début de propos, vous disiez comment est-ce possible qu'on puisse passer des émotions, des réels, etc. Et vous disiez pourquoi ou comment on a besoin de se perdre. Enfin, peut-être pourquoi on a besoin de se perdre. Est-ce que c'est aussi cette... Ça peut être un, tout à fait, vous avez parfaitement raison, ça peut être un contre-pied. Merci de reformuler parce que je suis pas sûre. Donc, Madame rappelait avec beaucoup de justesse que le fait de pouvoir créer un monde tel qu'on est en train de le faire, de réfléchir en permanence à ce type d'être humain qu'on voudrait être, c'est quelque chose de très fatigant, comme disait Ehrenberg. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de contre-pied et de se vider l'esprit, notamment avec les réels. Le danger, c'est qu'après, c'est là où on perd la main, hein, c'est-à-dire qu'après, c'est pas juste s'oublier un peu. Mais vous avez raison, puisque tous ces mécanismes de loisirs, entre guillemets, ou de diffractation, qu'ils soient physiques ou psychiques, la culture du sport, ainsi de suite, ont vertu à nous aider à résister, en fait, à un monde qui nous sursollicite en permanence. Et trouver une limite à tout ça, c'est pas évident. C'est très récent, en plus, hein. Et est-ce que la virtualité, ce serait pas finalement aussi, pour prendre aussi un petit peu le contre-pied, répondre à un désir d'illimité? Ça l'est certainement, puisque le grand fantasme qu'il y a derrière tout ça, du moins, là j'emploie le terme de fantasme à dessein, c'est de faire de la mort une maladie curable. Donc c'est un désir d'éternité, Ferdinand Alquier. Oui, bien sûr. En tout cas, il y a une idéologie derrière tout ça de cette nature-là, oui, je pense. Que ce soit celle du tout un chacun, j'en suis pas sûre, mais enfin, ça participe en tout cas. Le terme de virtualité, on le retrouve c'est une traduction de dynamis, d'unatone, chez les Grecs, on le retrouve chez Aristote, ça a fait toute une... Ça a traversé saint Thomas d'Aquin jusqu'aux épistémologues contemporains, je citais Gilles Gaston Granger, en passant par Bergson. C'est la question de la puissance et de l'acte, en fait. Et ce qu'on traduisait par virtuel, à l'origine, donc avec Aristote, c'est l'intermédiaire qu'il y a dans le mouvement, entre l'intention et l'acte réalisé. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Par exemple, à quel moment puis-je dire que je suis peintre? Je ne peux dire que je suis peintre qu'après avoir peint. Imaginez que ça, je suis en train de faire un geste sur une toile, et que ce geste s'interrompt. L'espace ou le temps qu'il y a entre mon intention et sa réalisation, c'est ce qu'on appelle le virtuel. D'Unatone, qui a été traduit par possibilis, par virtualis à l'époque médiévale en latin, qui a plusieurs traductions possibles. Et c'est intéressant parce que finalement, sans être, je ne peux dire que je suis peintre qu'après coup, en acte,
après avoir peint. Et entre deux, je suis peintre en puissance virtuelle. J'aime beaucoup parce que je crois que c'était Deleuze à la suite de Merleau-Ponty qui disait aussi que, j'aime bien cette idée, le virtuel sous-tend le réel. On peut penser le réel sans le virtuel. Par exemple, quand vous regardez une chaise, bon là on va pas pouvoir faire la démonstration, mais quand vous regardez une chaise, vous voyez par exemple une table, vous voyez par exemple 2 pieds. Mais vous devez supposer qu'il y en a 4, la table ou la chaise, pour pouvoir tenir. Vous ne les voyez pas, ils sont virtuels. Mais vous devez les supposer pour que ce soit réel. Donc en fait, le virtuel sous-tend le réel. J'aime beaucoup cette idée-là. Parce que finalement, il n'y a pas d'opposition elle est aberrante, l'opposition virtuelle et réelle. Le virtuel est ce qui constitue le réel. Une dernière question, parce que je suis fatiguée maintenant. Moi, je suis très charnelle. Michel Henry, c'est beau la philosophie de la chair. Justement, on disait... Et ne croyez pas ce que j'ai pas dit là-haut. Hein. On dit que l'homme moderne se comprend à partir de son corps, à partir de ses émotions. Bon, c'est vrai de toutes les époques, je pense. Non, mais qu'est-ce que ça... Comment ça se confronte au virtuel aujourd'hui? À l'absence de corps, de pulsionalité, dans l'identité numérique. Voilà. C'est peut-être là où... C'est bien pour ça d'ailleurs que je rappelle la question des androïdes, des robots humanoïdes, parce que, en fait, je discutais avec une de mes amies l'autre jour, avec Pierre-Antoine, on a fait un atelier de recherche à l'EHESS, et on a invité une de mes amies, sémiologue, Laurent Salard, qui rappelait d'ailleurs, qui travaille notamment sur les déchets engendrés par le virtuel, qui rappelait que le virtuel, ça n'a rien de virtuel en fait. Il y a beaucoup de matière dans le virtuel. Voilà, des déchetteries urbaines, enfin ça, c'est très matériel. Et alors ça va devenir encore plus si on a des robots humanoïdes. Donc là, quelle sera la limite? Vous savez, les recherches se font à tout azimut. J'ai pas fait une recherche exhaustive de tous les robots qui sont en création, c'est énorme à quel point ça se développe en ce moment. Donc vous imaginez bien qu'il y a aussi des capteurs, des sensations, des émotions, enfin, on va reproduire tout ça. Alors évidemment, pour moi, la limite, mais jusqu'à quel point c'est une utopie, c'est avec beaucoup d'humilité, de méfiance et de délicatesse que je vous dis ça, mais je pense que la pulsion nous maintient encore dans le registre pulsionnel et le registre de l'inconscient, nous maintient encore dans le champ du corps et de cette humanité-là, à fleur de peau, en somme. Mais jusqu'à quand? Merci.